parler de ce tableau, c'est vous parler mal de Marie Laurencin, que je connais peu ou moins que d'autres artistes de sa génération et de sa décennie. En revanche, je connais plus la personnalité mondaine de Marie Laurencin et je pense connaître bien celle de Mademoiselle Chanel. Alors, d'un point de vue très personnel, c'est un tableau, à vrai dire, je dois l'avouer, je ne savais pas que c'était le portrait de Mademoiselle Chanel. On peut en convenir, comme elle en a convenu à l'époque, que ce portrait est assez peu celui de Mademoiselle Chanel et qu'il est beaucoup plus celui de Marie Laurencin, qui, d'un portrait mondain à l'autre, ne sait pas abandonner ce qui est peut-être ou son expression ou son style. On sait aussi par ailleurs que Marie Laurencin avait parfois un mépris pour les commanditaires, riches ou mondains, qu'elle pouvait avoir. Un mépris qui n'allait pas jusqu'à rire d'eux, mais en tout cas, c'est une peinture mondaine qui va jusqu'à celle d'un masque, et on a souvent dit de Marie Laurencin que tous ses portraits portaient le masque tel que cette grande société parisienne, essentiellement, pouvait en mettre lorsqu'il y avait encore des grands bals. Sur Mademoiselle Chanel, il y a une relation à l'image d'elle-même qui est toujours très ambiguë. Elle a très envie d'être peinte, dépeinte, et elle refuse souvent les portraits. On convient en effet que celui-ci est très loin d'elle, et qu'en plus il y a ce petit animal, un chien sur ses genoux, il y a quelque chose d'un peu mièvre, qui n'a pas dû satisfaire du tout la personnalité et le tempérament haut en couleur de Mademoiselle Chanel. Balenciaga lui avait offert son portrait par Cassandre, qu'elle a retourné à la suite d'une dispute. Donc il y a souvent chez Mademoiselle Chanel un retour à l'envoyeur de son propre portrait, comme il y a eu une expérience avortée auprès de Louise de Villemorin, à qui Chanel avait commandé sa biographie. Sauf que Mademoiselle Chanel n'a raconté que des mensonges, ce qui fait qu'au final, une biographie était très éteinte, très en dessous de la réalité même et du romanesque de Mademoiselle Chanel. Mademoiselle Chanel, si elle s'est refusée en peinture, ne s'est jamais refusée en photographie. Elle est la première, par exemple, en 1937, qui apparaît dans une publicité pour son parfum numéro 5, elle-même. C'est un point dans l'histoire du statut du couturier définitif. Mademoiselle Chanel, qui avait l'avantage d'être plutôt belle, élancée, qui est devenue son propre modèle, au même titre que les mannequins qui l'accompagnaient, et ça n'était pas arrivé. Ni Jeanne Lanvin, ni Madeleine Vionnet, ni Madame Gray n'avaient l'avantage d'un physique pour servir leur création. Elle avait tout ça. Ce qui fait qu'il y a un sentiment très, très tenace entre ce qu'elle porte, ce qu'elle fait et ce qu'elle est. Dans toutes les photographies qu'on peut voir, qu'il s'agisse de Man Ray, de Horst, de Honingen-Huyn, d'autres, de Collard, Chanel est là, souvent avec un phare quand même, on peut l'admettre, et c'est là où on peut peut-être voir l'expression de cette peinture comme un trait de vérité. Mademoiselle Chanel avait un phare sur la figure, elle était comme ces dames de cette époque qui ne se déplaçaient pas sans un phare assez blanc sur le visage, sans un maquillage qui pouvait être parfois un petit peu trop appuyé. Et en cela, on peut dire que l'œuvre de Marie Laurencin parle du masque de Mademoiselle Chanel. Elle ne se livre jamais. Dans les photos, il y a très peu de photos où on voit Mademoiselle Chanel, à l'exception des photos du début, où elle est telle que sans filtre. Après, et surtout à partir des années 20 et des années 30, avec la notoriété, elle va apparaître avec un filtre, avec un visage composé, si ce n'est une chirurgie, mais en tout cas c'est un maquillage mondain, une façade qui est celle d'une société, et puis cet argument que tous les couturiers ont encore à l'époque, c'est qu'ils ne font pas complètement partie de la société mondaine, intellectuelle. C'est un peu le cas à partir de Chanel, qui va être proche des artistes, qui va être amoureuse de certains, qui va être grand mécène d'autres auteurs, d'autres artistes, sans parfois même le dire, et tout à coup elle va accéder à cette vie intellectuelle, à cette collaboration artistique, comme d'autres couturiers ne l'étaient pas. Ils n'étaient considérés jusqu'alors comme des fournisseurs, pas plus ni moins, et pas comme des vrais acteurs de la vie sociale, de la société, je veux dire, mondaine et intellectuelle. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers.
comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants doux, comme les hautbois verts, comme les prairies et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens.